Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Guisen TV, très content de vous retrouver ce soir encore pour notre débat quotidien. Alors, on va se poser beaucoup de questions sur le Fatah, sur le Hamas ce soir. Est-ce qu'on est à la veille d'une crise entre les frères désormais plus ennemis palestiniens? Moins de 2 mois à peine après leur réconciliation, 5 semaines tout au plus. On avait parlé de réconciliation historique. Eh bien, tout pourrait basculer en ce mardi, car ce mardi, c'est la première réunion Fatah-Hamas. Ils vont débattre ensemble de la formation du futur gouvernement d'union palestinien. La candidature de Salam Fayyad au poste de Premier ministre est un point essentiel pour savoir si un gouvernement palestinien unifié continuera à obtenir le soutien de l'Occident, mais le Hamas n'est pas d'accord sur le nom de Salam Fayyad, qui est l'actuel Premier ministre palestinien. Alors, Fayyad se succédera-t-il à lui-même? Rien n'est moins sûr. On regarde le sujet que nous a préparé Daniel Goldning et je vous présente mes invités dans une poignée de secondes. L'accord Hamas-Fatah serait-il sur le point de brèche? Le Hamas a exprimé dimanche son opposition catégorique à la nomination par le Fatah de Salam Fayyad pour diriger un gouvernement palestinien d'union. Cette prise de position intervient 2 jours avant une réunion au Caire pour négocier la composition d'un cabinet dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de réconciliation conclu en avril entre les 2 formations palestiniennes rivales. Il est certain que nous n'accepterons pas Fayyad ni comme Premier ministre d'un gouvernement d'union, ni comme ministre au sein de ce gouvernement. C'est ce qu'a déclaré Salah al-Bardawil, un haut responsable du mouvement terroriste. Pour justifier le rejet de la candidature de Fayyad par le Hamas, Bardawil accuse le Premier ministre de coopérer avec Israël dans l'application de l'embargo sur la bande de Gaza et de partager la responsabilité de l'arrestation de dirigeants et terroristes du Hamas en Judée-Samarie ces dernières années. La nomination de Fayyad comme candidat a été entérinée samedi soir par le comité central du Fatah. En vertu de l'accord de réconciliation signé le mois dernier, les 2 parties sont censées nommer des candidats pour former ce gouvernement. Cependant, l'insistance du Hamas pour exclure Fayyad est désormais un obstacle majeur à la formation du cabinet. Oui, ça risque de mal tourner, mais on n'en est pas là encore et on va vous demander votre avis d'expert sur le sujet. Alors, Jonathan Simon-Selem, vous êtes le directeur de la rédaction de JSS News. Vous avez enquêté précisément avec vos journalistes sur le dossier. Est-ce que cette union palestinienne va durer ? Et puis, vous connaissez bien les Palestiniens. Robert Rouache, vous allez régulièrement à Ramallah. Bonsoir. Vous représentez la gauche israélienne. Vous avez été de toutes les négociations à l'époque d'Yitzhak Rabin et des accords d'Oslo. Avant de commencer, d'abord, dire à ceux qui nous regardent que le Fatah et le Hamas ont convenu de former donc un gouvernement de technocrates sans affiliation politique, et le chef de ce gouvernement, le Premier ministre à venir, sera chargé de préparer les élections présidentielles et législatives. Ça doit se passer normalement dans 1 an. Il doit aussi reconstruire la bande de Gaza. Voilà, c'est ça la définition exacte de ce rôle. Alors, est-ce que selon vous, la rencontre de ce mardi est une rencontre à haut risque, Jonathan? Je pense en effet que c'est une rencontre à haut risque, plus ou moins. Ça dépend comment on peut définir le mot risque. Je pense qu'il va y avoir absolument aucune progression dans ces négociations, du jour en tout cas, que tout est bien compliqué et que le désaccord entre le Hamas et le Fatah est vraiment profond. Au Fatah, on veut vraiment, et pour des raisons économiques et pour des raisons avec les alliés internationaux, les États-Unis, l'Europe, imposer Salam Fayyad. Au Hamas, on est contre la présence de Salam Fayyad pour plusieurs raisons. On les expliquera certainement après. Et le Hamas qui dénonce aujourd'hui le fait que le Fatah veuille imposer Fayyad alors que c'était pas dans l'accord de réconciliation. Imposer Fayyad, c'est donc un danger. Maintenant, il y a également 4 autres candidats officiels. Il y en a certainement d'autres derrière dont on ne connaît pas encore les noms, mais il y en a au moins 4. C'est très dangereux. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici dans les prochaines minutes, mais ça risque en tout cas de détonner pas mal aujourd'hui à Ramallah. Ouais, le problème, c'est que je vous mets un peu dans l'embarras parce qu'on aura peut-être la réponse dans une demi-heure, dans 1 heure. Alors nos téléspectateurs vont pouvoir immédiatement savoir si vous avez eu le nez fin.
Oui, est-ce que le bras de fer Fatah-Hamas risque de se dévoiler au grand jour dans les heures qui viennent? Écoutez, d'abord, je dors tranquille. Si on parle dans le passé, il y a 4-5 ans, il y a eu une formation de gouvernement Hamas et Fatah. Quelques mois après, le gouvernement a disparu avec 50 morts palestiniens. Donc, si vous voulez, il y a plus de liens entre l'État d'Israël et le Fatah qu'entre le Fatah et le Hamas. Ça, c'est une excellente formule. Mais c'est quoi? C'est une formule destinée aux médias ou c'est la réalité selon vous? Non, c'est deux peuples palestiniens, un qui habite à Gaza, un qui habite en Judée, Samarie ou Cisjordanie. Ils se détestent, ils se haïssent. Et lorsqu'on voit que ces deux peuples palestiniens sont complètement différents, ils n'ont rien en commun. Entre les gens qui habitent à Gaza et les gens qui habitent en Judée et Samarie n'ont rien de commun. Et donc je ne crois pas qu'il y aura un gouvernement d'union nationale palestinien, et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui est bien pour l'État d'Israël. Maintenant, si vous me permettez une dernière petite phrase, je crois que l'accord qui a été fait entre le Hamas et le Fatah a été uniquement pour des raisons de gros sous. On sait que l'Union européenne et on sait que les États-Unis financent les Palestiniens à hauteur de 2 à 3 milliards de shekels par an, donc c'est des sommes qui sont colossales. Et donc si on veut que les Palestiniens reçoivent cet argent, il fallait qu'il y ait un accord entre le Hamas et le Fatah. Donc je dors tranquille pour aujourd'hui. Je crois que l'État d'Israël n'a rien à craindre du tout, même s'il y a un gouvernement d'union nationale palestinien. Fayyad, c'est le champion. Fayyad, c'est donc l'actuel Premier ministre de l'autorité palestinienne qui veut rempiler, qui est soutenu par le Fatah. C'est le champion de l'Occident et son passé à la Banque mondiale lui a valu d'être adoubé donc, par les États-Unis et par l'Europe. Il est en effet adoubé, mais il y a un autre candidat qui pourrait largement satisfaire les Palestiniens au Fatah comme au Hamas. Il s'appelle Ziad Abu Amr. Il est au Conseil législatif palestinien. Il a étudié à Georgetown aux États-Unis. Il travaille pour des think tanks aux États-Unis, des think tanks palestiniens, donc des groupes d'opinion palestiniens aux États-Unis. Il est très apprécié de la classe politique américaine et il pourrait être l'élément. Le joker. Il pourrait être l'élément de joker. En fait, ça pourrait être lui l'issue de secours. Maintenant, il est vrai qu'à l'heure actuelle, et l'Union européenne et les États-Unis mettent quand même la pression pour essayer de garder Salam Fayyad. Ce qui pose un problème au Hamas, parce que comme vous le disiez très justement il y a quelques instants, le meilleur ami du Fatah, c'est Israël. Et c'est d'ailleurs Israël, avec le Fatah, qui découvre toutes les semaines des caches d'armes du Hezbollah, qui arrête des membres du Hezbollah en Judée-Samarie. Et ça continue aujourd'hui malgré cet accord de réconciliation qui n'a été créé, à mon avis, pas pour des gros sous, parce que justement, je pense que les patients ont plus à perdre qu'à gagner avec cet accord de réconciliation, mais uniquement pour la session de l'ONU au mois de septembre, montrer un visage d'unité. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est assez amusant parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, et étrangement, je vais mettre ça sur la faute d'Israël, parce que depuis ces derniers mois, ces dernières années, Israël dit au monde entier, regardez, comment voulez-vous qu'il y ait la paix quand les Palestiniens se détestent entre eux? Le jour où ils seront unis, peut-être qu'on pourra faire avancer les choses. Ça a été le message donné à tout le monde, aux Français, aux Américains, aux Anglais, aux Russes, à qui vous voulez. Aujourd'hui, il y a cette unité qui est très négative, parce qu'on connaît les liens avec le Hamas, qui est négative en tout cas à mes yeux, et pas uniquement, puisque aux yeux du gouvernement israélien également. Et aujourd'hui, les Israéliens disent, non mais attendez, c'est une honte que le Fatah fasse un partenariat avec le Hamas, c'est un scandale. Et les Israéliens de crier justement au scandale quand Alain Juppé dit que cette réconciliation est une chance pour l'avenir du Proche-Orient. Voilà. Donc, à mon avis, il y a une erreur de stratégie israélienne sur du long terme. Vous l'avez perçu de la même manière que Jonathan Simon Selem, l'erreur tactique des Israéliens qui réclamaient à corps et à cri la réunification, enfin au moins d'avoir un seul interlocuteur palestinien. Et maintenant que le moment arrive, les Israéliens lèvent les bras au ciel en disant « Ah non, pas de Hamas chez nous ». Écoutez, je rajouterai un petit peu, là je suis entièrement d'accord avec vous. Je dirais que lorsque le Hamas est arrivé au pouvoir, c'était donc Ariel Sharon qui était Premier ministre à l'époque, et on ne pensait pas que le Hamas allait arriver. Et aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou ne fait pas la même erreur qu'a fait Ariel Sharon, et apparemment, il a réussi à comprendre pourquoi le Hamas est arrivé au pouvoir à Gaza. Et donc, il est en train de tout faire, y compris la politique extérieure, pour éviter ça. Maintenant, j'aimerais rajouter une petite chose que vous avez dit, que je voudrais dire que le plus grand copain de Salam Fayyad, c'est le directeur donc de la Banque d'Israël, M. Fischer. Ils ont travaillé ensemble, ils s'apprécient énormément. Ils lui ont apporté son soutien. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Fischer a toujours aidé le Premier ministre à essayer de faire
faire en sorte que les Palestiniens soient autonomes financièrement et ne dépendent plus de l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, on est en train de voir que les Palestiniens sont en route pour créer leur État au mois de septembre-octobre, avec l'accord de l'État d'Israël, mais ça on ne le sait pas. Et là, on n'arrive pas... Qu'est-ce que ça veut dire on ne le sait pas, avec l'accord de l'État d'Israël? Ça veut dire que tacitement, l'État d'Israël est pour un État palestinien. C'est pas ce qu'on a l'impression de voir. C'est ce que dit Netanyahou. C'est ce que dit Netanyahou, 2 peuples, 2 États. Mais là où on ne sait pas exactement où se situe Netanyahou, c'est par rapport au Hamas, c'est par rapport à Gaza. Et donc actuellement, je crois que le Premier ministre est en train d'affiner sa politique vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis des Palestiniens de Gaza. Et je crois qu'il y aura un seul État palestinien. Ce sera l'État palestinien de Judée et Samarie à côté de l'État d'Israël. Et il y aura un deuxième État palestinien ou, si vous voulez, une principauté style Monaco, style tout ce qu'on veut faire à Gaza. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et c'est le gouvernement israélien qui s'est aperçu, qu'il y a 2 peuples palestiniens complètement différents, Gaza et la Cisjordanie, et qu'on ne pourra pas unir ces 2 peuples-là. En fait, il y a 2 peuples parce qu'au départ, il n'y a pas de peuple palestinien. Oui, d'accord, mais ça c'est à l'origine. Mais aujourd'hui, disons qu'il y a des affinités palestiniennes en Judée et Samarie, ils se sont unis, donc il y a le Fatah qui est là-bas, et là qu'on a le Hamas. Voilà. Donc je suis complètement d'accord avec votre analyse. Israël veut un État palestinien. Parce que Israël n'est pas uni. Voilà. Il y aura, et j'en suis persuadé également comme vous, qu'il y aura également une sorte de califat à Gaza. L'Égypte va donner un petit peu plus de terre pour agrandir un peu le territoire de Gaza. Israël rendra des morceaux de terre dans le Negev à l'Égypte pour compenser un peu le tout. Et il y aura donc ce califat à Gaza et il y aura un État en Judée-Samarie. Un État palestinien autonome, certainement, où les Juifs auront du mal à vivre. Voilà, c'était la minute de prophétie immédiate sur Gissen TV. Prochainement, 2 États palestiniens et un califat à Gaza avec échange de terres entre l'Égypte et Israël. Bon, c'est vrai qu'on a souvent entendu ce scénario. Mais vous savez que les accords de paix aujourd'hui entre Israël et les Palestiniens, et vous êtes certainement mieux placé que moi pour le dire, puisque vous avez participé à de nombreuses négociations, les accords de paix sont écrits à 97%. Aujourd'hui, c'est du 3%, on négocie 3%, parce que tout le monde est d'accord sur tout, c'est les points de détail qui restent à peaufiner. Alors moi j'aimerais qu'on parle encore un peu du Hamas, vous êtes là pour ça, c'est quand même un mauvais point pour tous ceux qui pensaient, et certains sont même venus nous dire ici dans ce studio, que le Hamas allait se contenter d'un second rôle dans cette affaire. On se souvient aussi des déclarations de Khaled Mashal à propos d'un renoncement du Hamas à toute forme de pouvoir, mis à part au Parlement palestinien. Et puis patatras, première négociation, déjà le Hamas n'est pas d'accord sur le nom du Premier ministre. Ils vont passer tout doucement à l'offensive. Surtout que le Hamas a un droit de veto. Quand il y a eu cet accord de réconciliation, le Hamas a réclamé un droit de veto sur le nom du Premier ministre. D'où l'importance, et on le sait de toute façon, que c'est important pour le Hamas de pouvoir dire qui ils veulent et ce qu'ils veulent. Et c'est assez amusant d'ailleurs le fait qu'ils disent on ne veut pas, on renonce à ceci, on renonce à cela. On sait très bien que le Hamas ne sait pas renoncer aux choses, de même manière qu'ils disent renoncer au terrorisme et qu'ils créent des mouvements connexes, officiellement non alignés, mais qui font quand même des attentats à droite à gauche. On l'a vu avec l'arrestation de la personne qui a essayé de tuer Avi Dichter en 2008, l'arrestation qui a eu lieu le mois dernier et qui a été rendue officielle aujourd'hui seulement. Cette personne-là était affiliée au Hamas, mais pour ne pas que ce soit très clair, fallait pas l'afficher. Ouais. Voilà, il a créé un autre mouvement, mais il recevait bien ses heures du Hamas. Donc alors, il en est de même en politique. Que reproche le Hamas à Salam Fayyad? Vous êtes renseigné en venant à cette émission. Je suis venu pour ça. Vous faites bien vos devoirs en général. Que reproche le Hamas à Salam Fayyad? Je vais vous dire. D'abord, on ne peut pas lutter contre le Hamas, puisque le Hamas est un mouvement islamique. Vous n'avez pas encore l'habitude. D'une croyance religieuse. Essayez de trouver un lien entre ce qu'il va dire et la question que je viens de poser. J'arrive. Le Hamas est un mouvement islamique. C'est une croyance religieuse. On ne peut pas lutter contre la religion. Je veux dire que c'est une guerre de religion entre le Hamas et l'État d'Israël, alors qu'avec le Fatah, c'est une guerre de territoire où il y a une solution. Donc je veux dire que le Hamas reproche donc au Premier ministre actuellement palestinien, on peut lui reprocher beaucoup de choses, c'est-à-dire d'avoir fait le travail de l'État d'Israël, d'avoir arrêté des militants du Hamas, on peut lui reprocher d'avoir lutté contre la corruption. Contre la corruption également, etc., etc. Ça, on en reviendra. Mais le principal reproche que fait le Hamas, c'est de ne pas être assez religieux et de ne pas mettre
l'islam au centre de l'autorité palestinienne. Il ne faut pas oublier que Yasser Arafat avait créé donc le Fatah en étant laïque et non pas en étant islamique. Et donc le vieux rêve palestinien de faire un mouvement islamique, si vous voulez, du Maroc, du Maghreb jusqu'en Arabie Saoudite ne peut pas marcher parce qu'au milieu il y a la tache, et cette tache noire c'est l'État d'Israël. Donc c'est le reproche principal du Hamas de ne pas faire de l'État palestinien un État islamique. Et si, une hypothèse, le Hamas se moquait totalement de savoir qui allait être le futur Premier ministre de l'État palestinien, de l'autorité palestinienne, et si donc cette obstruction du Hamas à Salam Fayyad était pure tactique, faire monter les enchères et obtenir finalement laisser gain de cause au Fatah pour obtenir gain de cause ailleurs. Alors, sur d'autres sujets qui intéressent au combien le Hamas. C'est une possibilité. Le Hamas est très fin en négociation et le Hamas sait très bien comment gagner des points avec l'Occident. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en prenant cette position anti-Salam Fayyad, alors que tout l'Occident qui paye l'autorité palestinienne et donc le Hamas également à Gaza, qui paye tout ce qui se passe là-bas, c'est le moyen de demander plus. C'est le moment pour le Hamas de dire bon bah vous voulez Salam Fayyad, allongez l'argent. En échange, c'est une possibilité. Je pourrais obtenir le Hamas de l'argent ou alors une légitimation, tout simplement. Mais je vais rajouter. On a trois principaux problèmes entre nous et le Fatah, et nous et le peuple palestinien. Donc c'est la reconnaissance de l'État d'Israël en tant qu'État juif. Je pense que le Fatah va le reconnaître. Le Hamas dit non. Les réfugiés, avec le Fatah, on peut arriver à un accord. On est déjà arrivé avec des accords avec des hommes politiques. Le Fatah dit non. Et la capitale Jérusalem, on peut également arriver à un accord. Donc les trois noms de cartoon qu'avait dit le Fatah il y a une trentaine d'années, on les retrouve dans le Hamas. Donc je crois qu'aujourd'hui le Hamas est un mouvement, mais il ne faut pas également exagérer, il ne faut pas avoir peur également trop du Hamas. Il ne représente que 20% du peuple palestinien. Et je crois que 20%. Et je crois honnêtement que le peuple palestinien fera tout pour éliminer le Hamas. Peut-être pas aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et lorsqu'on a parlé du printemps arabe, on en parle dans votre télévision. Je crois que tout ça joue pour l'État d'Israël parce que les peuples arabes veulent se libérer de l'islam et veulent se libérer et donc avoir des États démocratiques et politiquement et économiquement, parce qu'il y a des richesses derrière tout ça. Donc je crois que le temps joue pour l'État d'Israël, et Netanyahou l'a compris, et je crois que Netanyahou joue le temps, et il le joue très très bien. Donc il n'a pas fait d'erreur principale, il n'a pas fait de déclaration, si vous voulez, anti-Fayyad, il n'a pas fait de déclaration également à Washington, également en Europe. Il dit « je suis pour deux peuples, deux États », donc ça c'est très important. Maintenant, d'après l'optique de Netanyahou, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, donc c'est un État en Cisjordanie et non pas à Gaza. Voilà, c'est un homme de gauche, mais de temps en temps, il a une poussée de bibisme, de pragmatisme. De pragmatisme. De temps en temps, comme ça, il joue aussi la partition de la droite. Attendez, j'ai pas encore parlé de Avigdor Lieberman, donc mais ça on en parlera, je crois, tout à l'heure, qui ne correspond à rien du tout. Enfin bon. Alors, ce Salam Fayyad, est-ce que il rend bien la haine que lui porte le Hamas? Est-ce que lui aussi ne supporte pas les intégristes, les islamistes? Je ne pense pas qu'il les supporte. Parce que c'est pas un homme du Fatah. C'est pas un homme du Fatah. Salam Fayyad. C'est quelqu'un qui est apolitique. Voilà, il avait formé un parti qui s'appelait la Troisième Voie. C'était une déconfiture totale aux dernières élections. Il n'avait même pas passé un certain pourcentage. Il n'est pas identifié comme appartenant au Fatah. Hein. Non, il ne fait pas partie du Fatah, de même sorte qu'il ne fait pas partie du Hamas. Et il n'aime pas les islamistes. Voilà, il n'aime pas qu'on lui impose quelque chose par la religion. Ça, c'est un fait. Maintenant, et d'ailleurs sur la plupart des idées, il ne rejoint pas du tout le Hamas. Sinon, le Hamas n'aurait pas ce problème avec lui aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème va se poser pour les autres candidats, parce qu'il faut également parler des autres candidats qui vont se présenter à cette élection, qui poursuivent. Il y a Mounib Al-Masri, milliardaire, qui est propriétaire d'un fonds d'investissement à Gaza, qui investit des tonnes et des tonnes d'argent dans la bande de Gaza. Lui, il a un château à Naplouse. Qui a un château à Naplouse également. C'est une possibilité. Il peut être accepté par le Hamas, mais il y en a un autre et qui est beaucoup plus près du Hamas et qui représente le plus grand danger pour Israël. Il s'appelle Jamal Al-Koudari. C'est un Gazaoui. Il est violemment anti-israélien. Il est proche du Hamas, même s'il n'est pas affilié au Hamas. Et sans lui, et c'est là le danger, il n'y aurait pas eu d'accord de réconciliation avec le Fatah. Ça a été un pilier de l'accord de réconciliation. C'est-à-dire qu'il a d'excellentes relations avec le Fatah et il en a également d'excellentes avec le Hamas. Et donc cette personne pourrait représenter un danger, sachant qu'il est très proche du Hamas, qu'il est anti-israélien,
mais qu'il a des affinités et des amis également au Fatah. Alors, ce qu'on est en train de vous décrire se passe en ce moment, pas très loin de Jérusalem, à une quinzaine de kilomètres, à Ramallah, même pas 15 kilomètres. Comment vont-ils s'entendre? Puisqu'apparemment, ce que vous nous décrivez, c'est des positions fermes, définitives. Est-ce qu'à un moment... rien n'est ferme au Proche-Orient. Oui, c'est vrai, tout est discutable. Tout est négociable. Tout est négociable. Comment vous voyez une sortie de crise entre le Fatah et le Hamas? Alors, je vais vous dire, il y a uniquement un seul point commun entre le Hamas et le Fatah. Et donc, ce seul point commun, lorsque j'ai vu les programmes et en parlant avec les Palestiniens, il sourit parce que lui aussi s'amuse à chercher la réponse à ma question. J'arrive tout le temps. Le seul point commun qui existe, c'est que toutes les implantations de Cisjordanie coûteraient à l'État d'Israël, si on quitterait les territoires, 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Et le Hamas et Salam Fayyad ont signé qu'ils trouveraient cet argent ensemble pour faire sortir les Israéliens. C'est le seul point commun entre le Fatah et le Hamas. Surtout, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on va reconnaître les accords qui ont été signés avec Israël, oui ou non? Le Fatah est oui, le Hamas est non. Est-ce que, par exemple, il y a un programme commun? Il n'y a pas de programme commun aujourd'hui entre le Hamas et à part le point que je vous ai dit. Attention, j'aimerais quand même... Enfin, le Hamas n'est pas non plus le partenaire idéal de paix pour Israël, hein. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est pas non plus. On en parlait un peu avant l'émission. Il n'y a pas de David Ben Gourion palestinien à l'heure actuelle. Il n'y a pas de leader qui est prêt à faire d'énormes concessions aujourd'hui. Il n'y a personne qui est prêt à s'affirmer politiquement en disant devant tout le monde et aujourd'hui même et en arabe et pas dans un discours en anglais. Oui, il n'y aura pas de retour de Palestiniens. Voilà. Aujourd'hui, il manque ça. C'est ce que vous disiez. Ça veut dire que même si les deux parties aboutissaient à un accord. Aujourd'hui, demain, dans la semaine, il faudrait ensuite qu'ils se mettent d'accord sur des positions claires, à savoir convaincre le Hamas de reconnaître l'État d'Israël et les accords passés avec Israël. Oui, mais il y a une différence qui est fondamentale, et ça j'aimerais le dire, et ça je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est le jeu de l'Égypte. Lorsque l'on voit que l'Égypte revient au Moyen-Orient d'une façon très forte, et lorsque l'on voit que l'État d'Israël ne dit rien contre l'Égypte ou ne fait rien contre l'Égypte. Et donc je crois que l'Égypte peut faire, si vous voulez, amener le Hamas à plus de concessions, à reconnaître l'État d'Israël, et donc là le Hamas ne sera plus Hamas, il sera Fatah. C'est ce qu'ils essayent de faire avec les négociations. Voilà, c'est ce qu'on essaye actuellement de faire. C'est ce qu'essaye de faire également Netanyahou, en donnant, si vous voulez, à l'Égypte la possibilité de revenir au niveau d'un rôle très important. Et une autre chose que j'ai vue donc ce matin en venant ici, le Premier ministre a loué, quand il était en Italie, ne serait-ce qu'hier, la Turquie, en disant que la Turquie avait également son rôle à jouer. La Turquie a joué son rôle pendant les 2 dernières années anti-israéliennes, et donc elle peut jouer un rapprochement entre le Hamas et l'État d'Israël, entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Et la dernière remarque que j'aimerais faire, si vous me permettez, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, des gens vous diront est-ce que c'est bien, pas bien pour l'État d'Israël? C'est excellent pour l'État d'Israël, dans le sens où si le président Assad reste au pouvoir, il fera tout pour signer la paix avec l'État d'Israël. Et ça, on est en train de voir une reconstitution, une redistribution des cartes, où la Turquie veut revenir au sein même des négociations entre nous et le peuple arabe. L'Égypte a son rôle également à jouer. Et au milieu, on a Netanyahou qui est en train de revoir de toutes les personnes qui viennent vers lui. Il est en train de jouer ses cartes et il le joue encore une fois très bien. On ne peut pas rien dire. Je pense qu'il y a autant un vent positif qu'un vent négatif qui souffle actuellement dans la région. Et l'issue risque d'être très compliquée. Je suis toujours positif. Ouais. Et donc, je vois ça. de Shimon Peres. Moi, la situation égyptienne m'inquiète plus qu'elle me rassure à l'heure actuelle quand je vois les personnes qui veulent se présenter aux élections. Mohamed El-Baradei, vous m'excusez, c'est pas le plus grand. Imaginez Sharon avant qu'il quitte Gaza. Donc des gens comme nous, j'ai manifesté, moi, c'était pas Kikaravin, mais on a manifesté des rois d'Israël, c'était la place des rois d'Israël. On a manifesté contre Ariel Sharon d'une façon très violente. Et ensuite, il nous a vraiment fermé la bouche dans le sens où il a fait une politique de gauche en quittant Gaza. Donc ces hommes politiques en Égypte vont se faire élire sur le dos d'Israël, comme en Turquie avec Erdogan et comme également dans les autres pays. Mais je crois qu'avec le temps, ils comprendront que s'ils veulent dépasser et rester au pouvoir, ils devront avoir la paix avec l'État d'Israël. Voilà, on va passer maintenant aux questions de nos internautes et téléspectateurs avec ce conducteur qui vous amène jusqu'à nous, c'est cette adresse 30minutes@guisen.com. Je vais juste préciser parce que beaucoup de nos téléspectateurs nous font la remarque que nous parlons d'Israël, du Proche-Orient alors que nous sommes à Paris. Or, vous vous trompez, nous ne sommes pas à Paris, nous émettons depuis Jérusalem. Vous confirmez, messieurs, en sortant tout à l'heure, vous serez Rehov Yafo, où se trouvent nos studios, l'artère principale de Jérusalem. Donc, nous sommes bien à Jérusalem, au cœur donc du Proche-Orient. Ça pour répondre par exemple à Léon de Antibes. Et maintenant une question de Teila de Jérusalem. Cette question, on l'a reçue plusieurs centaines de fois. Donc Teila, vous êtes la représentante de tous ceux qui ont posé la même question.
Je ne crois pas en l'accord Fatah-Hamas. Nous avons bien vu que sitôt un accord signé, il commence à se contredire. Peut-on faire confiance en leurs paroles? Je ne pense pas. Et tout à fait raison. C'est Teila, c'est ça? Teila, je pense qu'elle a tout à fait raison. On ne peut pas faire confiance aux Palestiniens parce que, comme l'a très bien expliqué mon collègue, ils se détestent les uns les autres. Ils n'ont signé cet accord que dans un but politique, que pour atteindre le mois de septembre et pour arriver devant l'ONU en disant voilà, nous sommes un peuple uni. Ils n'y arriveront pas, à mon avis. Et s'ils y arrivent, ça risque d'être très périlleux. Concernant les élections, on a oublié de dire un petit mot tout à l'heure. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on parle d'organiser des élections législatives et d'organiser des élections présidentielles au sein de l'autorité palestinienne. Mais ça fait 1 an et demi que tous les 6 mois, les élections municipales sont reportées. Donc si on n'arrive pas à organiser des municipales, je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir organiser des présidentielles d'ici 1 an. Alors pour Teila, lorsque la gauche était au pouvoir, on a reçu 2 douches froides, et des douches froides qui étaient vraiment gelées et glacées. D'abord, quand on a quitté Gaza, le Hamas a pris le pouvoir, on ne pensait pas que le Hamas allait prendre le pouvoir. Et deuxièmement, le Liban, quand on a quitté le Liban, il fallait le faire, on a reçu également le Hezbollah. Et donc je crois qu'aujourd'hui, avant de faire la paix avec les Palestiniens et le monde arabe, il faudra des garanties en béton au niveau du peuple israélien qui n'est pas prêt aujourd'hui à faire la paix avec le monde arabe et avec les Palestiniens. Vous avez failli dire en béton armé. Vous n'avez pas dire mais vous êtes retenu. Allez, Thibaut de Grenoble vous demande, messieurs, le message palestinien à la destination de la communauté internationale est clair. Ne craignez rien, tout continuera comme avant. L'implication du Hamas n'est qu'un symbole. Et surtout, continuez à nous envoyer vos millions de dollars. Le pire, écrit Thibaut de Grenoble, c'est qu'avec Fayad ou sans lui, tous feront comme si de rien n'était. Alors, c'est ça, le test aussi, c'est un test pour la communauté internationale. Si Fayad ne passe pas et un homme de paille du Hamas vient à la tête de ce gouvernement palestinien, est-ce que la communauté internationale fermera les yeux? Je ne pense pas qu'il y aura un homme de paille qui soit ouvertement proche du Hamas qui soit élu. Au final, je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui. Je pense que le Hamas a très bien compris que il va falloir laisser couler un petit peu, laisser quelqu'un peut-être d'un peu plus proche du Fatah et d'avoir des portefeuilles plus importants au sein de différents ministères. C'est la seule solution. Le Hamas a envie de continuer à survivre. Et pour continuer à survivre, il faut que l'argent des Européens continue à affluer. L'argent des Européens, c'est la moitié du budget 2010, sachant que hier encore, le ministre du Trésor palestinien s'est plaint du fait que les dons des pays arabes, les promesses de dons des pays arabes n'arrivaient jamais. Il y a 20% des promesses de dons des pays arabes qui arrivent. Sur les 900 millions, il y en a 200 millions qui sont arrivés l'année dernière et cette année, il n'y a presque rien qui est arrivé. Il faut compter sur l'Europe et donc sur le Fatah. J'aimerais répondre à Thibaut. Qui avait traversé toutes les capitales toutes les capitales européennes avec votre cartable de messager dans les années 90. Est-ce que les Européens, que vous connaissez bien, s'en tiendront à reconnaître le Hamas comme Écoutez, d'abord, l'Europe un acteur terroriste dans la région. L'Europe est hypocrite, et on le sait, le monde est hypocrite. Lorsqu'il y a eu 10 morts avec la Turquie sur le fameux bateau Marmara, on a eu donc la commission de l'ONU Goldstone. Lorsqu'on a 1500 morts aujourd'hui en Syrie, on n'a rien du tout. Donc virtuellement, le monde occidental, y compris la France, et y compris l'Europe, et d'une façon sournoise les États-Unis soutiennent le Hamas contre l'État d'Israël, et donc soutiennent sournoisement le terrorisme contre l'État d'Israël. Donc c'est la raison pour que je vous dis que ce qui est important, c'est ce que fait l'État d'Israël, c'est parce que le monde nous demande de faire, et donc il faut avoir des nerfs d'acier comme les a aujourd'hui le gouvernement israélien, pour lutter et à la fois contre les États-Unis, et à la fois contre le monde arabe et contre le monde occidental, pour ne pas plier, sachant encore une fois que virtuellement, tout le monde est pour le Hamas. On voit ce qui se passe en Syrie. Pour compléter ce que vous dites, j'aimerais juste terminer avec cette phrase d'Abba Eban, qui disait dans les années 60, célèbre phrase, si l'Algérie faisait voter une résolution à l'ONU affirmant que la Terre est plate, et que c'est Israël qui l'a aplati, elle serait approuvée par 167 voix. Voilà. Et c'est aujourd'hui le cas avec le Hamas. C'est évident. Bon, voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. On a encore beaucoup de questions. Pardon, Simon de Biarritz, qui nous envoie des questions tous les jours. Ce ne sera pas encore pour ce soir. On essaiera d'en poser une demain. Damien de Neuchâtel, en Suisse, voudrait savoir si Fayad est considéré comme un interlocuteur valable pour Israël cette fois-ci, et si sa disparition du système politique palestinien causera du tort aux relations israélo-palestiniennes déjà
très compliqué. Écoutez, Fayad a été mis en place par les Palestiniens pour faire la paix économique. C'est ce qu'a demandé le gouvernement israélien et il a réussi. Il est en train de mettre également les instances gouvernementales palestiniennes copiées mot pour mot sur l'État d'Israël. Le Keren Kayemet d'Israël a été copié également chez les Palestiniens. L'agence juive a été copiée à l'agence palestinienne. Les gouvernements palestiniens marchent exactement comme le gouvernement, si vous voulez, israélien. Donc on a deux copies conformes du gouvernement palestinien et du gouvernement israélien. Copier-coller. Copier-coller. Et donc là, on voit que Fayad a réussi sa campagne au-delà de ce que l'État d'Israël voulait voir, parce qu'il y avait un accord entre l'État d'Israël et Fayad de ne pas donner l'État palestinien au mois de septembre. Donc il a trop bien réussi pour l'État d'Israël. Fayad est vraiment un interlocuteur important et apprécié par les Israéliens. Le problème aujourd'hui, c'est pas Salam Fayad, c'est le peuple palestinien. Est-il prêt à aller de l'avant? Est-il prêt à faire des concessions à Israël? Voilà. Alors, merci d'abord pour ce joli débat. Maintenant, je m'adresse à vous qui nous regardez aux quatre coins du monde, surtout en France. Demain, le thème de l'émission sera pas de thème du tout. On n'aura pas de thème demain dans l'émission et vous allez pouvoir laisser libre cours à tout ce qui vous titille sur le Proche-Orient. Donc, les questions tous azimuts sont les bienvenues. À vos places, deux journalistes chevronnés qui vont répondre dans tous les sens aux questions des téléspectateurs. Daniel Haïk et Pascal Zonshine seront des nôtres, vous les connaissez sans doute, ils sont déjà venus sur ce plateau, donc allez-y, 30 minutes @guisen.com. Demain, c'est vous et vos questions qui seront à l'honneur pendant 30 minutes. On en profitera pour se faire pardonner auprès de toutes celles et tous ceux que nous ne pouvons pas, dont les questions ne peuvent pas être transmises chaque jour dans les quelques minutes de cette émission. Merci encore à tous les deux, merci d'avance pour vos questions. À demain sur Guisen TV.